Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici les titres de ce vendredi 13. La pagaille à Paris, la grève de la RATP organisée ce vendredi pour dénoncer la réforme des retraites est la plus suivie depuis 10 ans. Quelles sont les inquiétudes les plus fortes? Quelles réactions dans le camp d'Emmanuel Macron? Nous serons à Paris dans un instant. Les confidences de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, s'est confié en exclusivité à Euronews. Il évoque notamment ses relations avec le président Donald Trump, qui avait parlé de lui comme un tueur brutal. Présidentielle à suspense en Tunisie, la campagne s'est achevée aujourd'hui. 26 candidats sont en lice pour le scrutin de dimanche. L'un des favoris, néanmoins, est toujours en prison. Et puis nous vous emmènerons dans le delta de l'Okavango. Un documentaire nommé aux Emmy Awards retrace l'aventure d'un groupe d'explorateurs au milieu des marécages, dans cette plaine qui regorge de certains des mammifères les plus en danger du monde. 10 lignes de métro fermées et un bus sur 3 en circulation. La mobilisation des personnels de la RATP, d'une ampleur inédite depuis une décennie, s'est traduite par un pic d'embouteillage à Paris ce vendredi. C'était la première offensive syndicale contre la réforme des retraites. Récit de cette journée signé Olivier Péguy. En France, cela avait été annoncé et cela s'est confirmé. Difficile de circuler dans la capitale ce vendredi. Très peu de métro et de RER en raison d'une grève des employés de la RATP, la Régie des transports parisiens. Ils protestaient contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement, une réforme qui vise à instaurer un régime unique par points. Il n'y a pas de privilège à la RATP, c'est les médias qui disent que les RATP, on a des privilèges. Nous, ce qu'on a, on a un régime particulier de retraite qui nous permet de partir un petit peu plus tôt. Mais en fait, ce régime de retraite, c'est ni plus ni moins qu'une compensation aux pénibilités que vivent chaque jour les salariés de la RATP pour assurer leur mission de service public. Cette grève a entraîné de grosses difficultés de circulation dans toute la région parisienne. Il y a ceux qui n'avaient d'autre choix que de prendre leur voiture, avec parfois un système de covoiturage et surtout une bonne dose de patience. Ceux qui ont circulé à pied, ceux qui ont opté pour les vélos ou les trottinettes. Les taxis et les VTC ont également été pris d'assaut. Et pour aller plus loin ce soir, on retrouve en direct de Paris notre correspondant Guillaume Desjardins. Guillaume, merci d'être avec nous dans Euronews Soir. Vous êtes devant la gare du Nord. Alors, expliquez-nous en quelques mots pourquoi les salariés sont-ils aussi remontés ? Alors, deux points principaux ont amené les agents de la RATP à faire grève aujourd'hui. Deux avantages qu'ils ont et qui, selon eux, sont une juste contrepartie de la pénibilité de leur travail et des horaires décalés qu'ils doivent effectuer. D'abord, l'âge de départ à la retraite et ensuite le calcul de la pension. L'âge de départ aujourd'hui, un agent roulant de la RATP peut partir à 57 ans, voire 52 en fonction du poste qu'il occupe. Sur le régime commun, il faudrait qu'il attende 62 ans, voire 64 pour avoir une pension à taux plein après la réforme. Justement, le calcul de la pension, c'est le deuxième point d'achoppement. Aujourd'hui, le calcul de la pension est basé sur les 6 derniers mois de salaire de l'agent. En élargissant la base de ce calcul, un agent de la RATP qui part à la retraite pourrait perdre plusieurs centaines d'euros par mois. Alors, quelles ont été les réactions politiques aujourd'hui du côté du gouvernement ? Alors, dans la majorité, on essaye d'être rassurant. Hier soir, le Premier ministre a expliqué que des garanties allaient être apportées, notamment en termes de pénibilité, et que cette réforme allait être amenée progressivement, ce qui fait que les retraités actuels et les travailleurs sur le point de partir à la retraite ne seraient pas affectés. À gauche, la France insoumise se déclare de tout cœur avec les grévistes et dénonce une réforme, je cite, régressive. Enfin, à droite, sans soutenir pour autant les grévistes, les républicains ont annoncé d'ailleurs qu'ils souhaitaient un service minimum dans la fonction publique, mais pour autant, ils tirent quand même à boulet rouge contre le gouvernement, dénonçant un gouvernement qui tourne autour du pot, qui fait un petit peu durer le plaisir, créant ainsi, je cite, des tensions inutiles. Merci Guillaume Desjardins en direct depuis Paris pour cette précision. C'est l'un des couples les plus emblématiques de la politique française. Les époux Balkany ont été reconnus coupables de fraude fiscale. Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, tout près de Paris, a été condamné à 4 ans de prison ferme. Sa femme, Isabelle Balkany, écope de 3 ans de prison. On fait le point avec Olivier Péguy.
Patrick Balkany derrière les barreaux à la prison La Santé à Paris. Quelques minutes après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, le maire de Levallois-Perret est arrivé à bord d'une voiture banalisée dans l'établissement pénitentiaire. Il a été placé dans un quartier pour personnes vulnérables. Patrick Balkany et son épouse ont été reconnus coupables de fraude fiscale. L'époux Balkany a été condamné à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, autrement dit incarcération immédiate. Et c'est bien ce que dénonce son avocat. Ce qui me choque le plus, c'est évidemment le mandat de dépôt qui est une humiliation totalement inutile et pour nous insupportable. Voilà, Balkany a été jugé au pied du mur de l'exemple et la justice rendue au pied du mur de l'exemple, c'est rarement une bonne justice. Et d'indiquer qu'il allait faire appel de ce jugement et déposer également une demande de remise en liberté pour son client. Cette demande sera examinée par la Cour d'appel de Paris qui doit statuer dans les 2 mois. Isabelle, l'épouse de Patrick Balkany, a elle été condamnée à 3 ans de prison, mais sans mandat de dépôt. À l'issue de l'audience, elle s'est dite bouleversée et meurtrie par l'incarcération de son mari. Les décisions rendues ce vendredi sont conformes à ce qu'avait réclamé le parquet national financier. Il reprochait 2 choses au Balkany. 1. Ne pas avoir payé l'impôt sur la fortune entre 2010 et 2015. Et 2. Avoir sous-évalué les revenus déclarés entre 2009 et 2014. Au total, les sommes cachées sont estimées à plus de 4 millions d'euros. En plus de la peine d'incarcération, le tribunal correctionnel a condamné les 2 élus de Levallois-Perret à 10 ans d'inéligibilité. Et j'ajoute que les ennuis n'en sont qu'au début pour le couple Balkany. Le jugement du 2e volet pour blanchiment et corruption est attendu le 18 octobre. Le couple risque 7 ans de prison. C'est une nouvelle semaine compliquée qui s'achève pour le Premier ministre Boris Johnson. La publication du rapport Yellowhammer met en avant les conséquences d'une sortie sans accord. Les députés britanniques sont remontés plus que jamais contre la suspension du Parlement. On fait le point avec Raphaël Vivant. Les députés britanniques sont vent debout depuis la publication jeudi du rapport Opération Yellowhammer, le scénario chaotique envisagé par le gouvernement Johnson en cas de no deal. Principale raison de leur colère, la suspension du Parlement jusqu'au 14 octobre, décidée par le Premier ministre fin août. Nous devons comparer ce que les ministres ont dit avec ce qu'il y a vraiment dans le rapport Yellowhammer, parce que je ne suis pas sûr que certaines des choses qui ont été dites au Parlement correspondent réellement à ce qui se trouve dans le texte. La publication du rapport a provoqué de vives inquiétudes au Royaume-Uni. Le gouvernement conservateur tente depuis de rassurer les Britanniques. Au cours des 6 dernières semaines, le gouvernement a pris des mesures considérables pour s'assurer que nous puissions partir de la façon la plus sûre et la plus douce possible s'il n'y a pas d'accord. Mais bien sûr, il est important de rappeler que nous nous battons pour un accord. Selon le document, un Brexit sans accord pourrait entre autres causer des pénuries de nourriture, de médicaments et d'essence. Pour David Nicol, l'un des contributeurs du texte, la menace n'a pas été prise suffisamment au sérieux par le gouvernement. Quand des gens comme moi, des experts, nous portons volontaires pour donner des conseils au gouvernement et proposer des mesures d'atténuation, ce n'est pas pour agiter la peur. Nous donnons simplement une opinion franche au gouvernement. S'il choisit d'ignorer cet avis, c'est sa responsabilité. Je ne sais pas si ce que j'ai suggéré en mars a été mis en application. D'après le rapport, un no deal pourrait également provoquer une augmentation des troubles à l'ordre public et des tensions communautaires, notamment dans les ports, les aéroports et le long de la frontière irlandaise. Boris Johnson qui s'est déclaré ce vendredi prudemment optimiste, je cite, sur la possibilité de parvenir à un accord avec l'Union européenne. Le Premier ministre doit d'ailleurs rencontrer le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, lundi à Luxembourg. Le Brexit qui aura justement marqué le mandat de ce dernier à la tête de la Commission, Jean-Claude Juncker quittera son poste à la fin du mois d'octobre, mais il s'est exprimé en exclusivité sur Euronews. Il évoque notamment ses relations avec le président Donald Trump, alors que ces dernières années ont été marquées par des tensions commerciales. Donald Trump qui n'aurait pas tari d'éloges sur le président de la Commission. Les détails avec Malia Coutan. Donald Trump serait-il admiratif de Jean-Claude Juncker? C'est du moins ce qu'a affirmé le président sortant de la Commission européenne. Dans une interview, l'homme politique luxembourgeois a confié que le président américain l'avait qualifié de tueur brutal. Selon Jean-Claude Juncker, ces propos seraient un éloge fait à ses capacités de négociation.
J'ai pris ça comme un compliment parce qu'il disait « j'aime Jean-Claude ». Personne en Europe ne dit « j'aime Jean-Claude » et certainement pas mon bon ami Viktor Orban. Il a dit que j'étais un négociateur coriace. Lors d'une conférence de presse à la Roseraie, il a dit « je préférerais avoir Jean-Claude comme négociateur pour les États-Unis que pour l'Europe ». C'est une série de compliments. Des propos étonnants car depuis son accession à la présidence, Donald Trump n'a eu de cesse de se montrer critique à l'égard de la politique menée par l'UE. L'interview exclusive de Jean-Claude Juncker est à retrouver dès à présent dans Global Conversation sur Euronews et euronews.com. Pour les Tunisiens, l'heure du choix, c'est dans 2 jours. En Tunisie, les candidats à l'élection présidentielle ont achevé leur dernière journée de campagne en vue du scrutin de dimanche. Un scrutin incertain et atypique. Les attentes sociales sont fortes, les candidats nombreux. Et l'un des favoris, Nabil Karoui, poursuivi pour blanchiment d'argent, suivra le premier tour depuis sa cellule en prison. Les explications de Virginie Cook. Dans les rues de Tunis, tout est prêt pour l'élection présidentielle de dimanche. 26 candidats sont en lice, une étape cruciale pour la Tunisie, toujours en pleine transition démocratique. Parmi les favoris, Nabil Karoui, le candidat a entamé une grève de la faim dans sa cellule pour avoir le droit de voter. Il est incarcéré pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Le Premier ministre Youssef Chahed est également un concurrent de taille. L'ancien président et candidat, Mohamed Monsef Marzouki, lui, demande à l'Europe de soutenir la démocratie naissante. Nous nous attendons à ce que l'Union européenne appuie l'expérience démocratique tunisienne. Mais nous avons dit à nos amis européens que soutenir la démocratie, c'est soutenir l'économie qui doit absorber le chômage et mettre fin à la pauvreté. Ces 2 problèmes engendrent le terrorisme et l'immigration dont vous ne voulez pas. Si vous ne souhaitez pas accueillir des groupes de migrants et si vous ne voulez pas être attaqué par aucune forme de terrorisme, vous devez fournir le potentiel pour stabiliser la démocratie grâce à une économie forte. Cela est très simple. La disparition de Béji Caïd Essebsi en juin dernier a bouleversé le calendrier de l'élection présidentielle. Une transition qui pourrait représenter un nouveau départ, mais la jeune démocratie n'a pas amélioré les conditions de vie de la plupart des Tunisiens. Le spectre d'une participation très basse plane donc sur l'élection. Prenons de l'air à présent. Pendant 4 mois, ces explorateurs ont parcouru 2500 km à bord de pirogues, naviguant entre les animaux sauvages dans le delta d'Okavango. Sa myriade de canaux et ses terres regorgent d'une faune extraordinaire. Un documentaire nommé aux Emmy Awards retrace cette aventure fascinante. Raphaël Tavernier nous embarque dans ce décor d'une rare pureté qui nécessite évidemment d'être préservé. Into the Okavango. Ce documentaire retrace la première expédition scientifique effectuée au Botswana, dans le delta de l'Okavango, le second plus grand delta intérieur du monde situé en plein milieu du désert du Kalahari. Le marais de l'Okavango, c'est une zone partagée par 3 pays d'Afrique australe, l'Angola, la Namibie et le Botswana. Après avoir remporté le prix de meilleur explorateur de l'année au Festival national géographique à Washington, le réalisateur Neil Gelinas et son documentaire Into the Okavango sont de retour sous les projecteurs avec une nomination aux Emmy Awards 2019. Au total, nous avons parcouru plus de 2000 km et passé environ 4 mois sur la rivière dans des pirogues traditionnelles. Et comme vous pouvez l'imaginer, ceux qui participent à ce type d'expédition traversent des moments très difficiles, physiquement et psychologiquement. Un prochain documentaire intitulé Kwando doit sortir au mois d'octobre, une expédition scientifique menée en 2018 le long de la rivière Kwando qui traverse l'Angola, le Botswana, la Namibie et la Zambie. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir choisi Euronews. L'information continue tout de suite. Passez une très belle soirée et un excellent week-end.